commence. Alors, comme partie introductive, ah oui. C'est ça, il y a le code qui est pas là. D'accord. لا جوست عكس بعض ما سمعتكش. امبارح حاطينها الفورمولا عطيتي الكلام، اي شباب؟ امبارح حاطينها في اللاكس لا سوس بلوس لي دو اي. وعملنا العكس. لا زوز بلوس. لا انت ايش تعمل؟ tu vas diviser à 90 degrés, quel que soit. هي سي با انا قلت لك غادي تحط في الابسيس تحط في الاردنيه فهمت مي هو لو برانسيب سور 90 degrés تقسم لي دو اكس فهمت كيلكو سوا تعمل هكا مي يعطي لو ميم ريزولتا ولا يعني كي وريتكم الفورمولا عطى لو ميم ريزولتا ولا فاريتي جي با سويفي ميم ريزولتا ان توكا retenez سهله اللي وريتكم امبارح سيتي سامبل هذيك كيف تجيكم في الكور داير le cours vous aurez le cours de d'hier. J'ai comme plus simple, c'est d'hier, plus simple. Et vous aurez les cours là. Mais aujourd'hui, je remplace le Dr Schliff, donc il a eu des empêchements professionnels. Donc c'est une partie introductive pour la presbytie. Donc Dr Wedden va vous parler de la partie examen clinique et réfraction. Donc on va parler de la presbytie, de la physiopathologie, de l'accommodation surtout, et des principes, de quelques principes rapidement parce que c'est un peu lent, des moyens de correction et de nouveaux moyens de correction de la presbytie en rapport avec la contactologie, toujours en rapport avec la contactologie. Alors sur le plan épidémiologique, vous savez que la presbytie c'est un phénomène qui est très fréquent. Donc c'est très fréquent et en 2012, 50% de la population des pays industrialisés sont presbytes. 50%, la moitié de la population industrialisée sont presbytes. Donc en 2020, il y a à peu près 2,3 milliards d'individus dans le monde qui sont presbytes et donc qui sont corrigés. Pas plus. Les estimations donc, pour 2020, aux États-Unis, 42% de la population, soit 135 millions d'habitants, sont presbytes et au Japon, bien sûr, ils sont beaucoup plus. Donc 66% de la population. Donc, la définition de la presbytie est la suivante. Donc, c'est la diminution progressive du pouvoir qu'a l'œil de faire la mise au point nette des images en fonction de la distance. Elle est liée à l'âge. Et elle se traduit par une difficulté croissante à voir net de près. Donc c'est une difficulté qui est croissante, donc elle va avec l'âge. Donc c'est la définition de la Rose de 2004. Alors, à quel âge devient-on presbyte? Il n'y a pas d'âge particulier, donc exact, vers lequel on devient presbyte. Mais donc ça veut dire que la presbytie c'est un phénomène qui est variable. Ça dépend de deux paramètres essentiellement. Donc ça dépend de la température. Donc dans les régions tempérées, c'est-à-dire dans les régions chaudes, la presbytie elle est plus précoce que dans les régions moins tempérées. Donc l'âge de début il est plus tardif. La presbytie elle serait plus précoce, selon les statistiques des études, chez la femme. Donc la femme serait presbyte à un âge plus précoce que l'homme en fait. Donc la situation actuelle, surtout en France, plus de 45 chez les sujets de plus de 45 ans, 27 millions en France, donc il y a 100 presbytes, et 1 milliard 200 millions dans le monde seraient presbytes. Donc il y a une augmentation de la fréquence de l'incidence de la presbytie avec un taux de 2% par an, avec des disparités qui sont manifestes entre les pays industrialisés et non industrialisés, les pays tempérés et les pays non tempérés. En 99, vous voyez la fréquence dans cet histogramme, la fréquence de la presbytie ici en 2010 par exemple. Donc des estimations selon la France, donc des estimations de la France, en 90, l'âge de début était 37 ans. Et en 2030, les prévisions seraient l'âge de début de la presbytie. Donc c'est un phénomène qui est évolutif
L'âge n'est pas quelque chose de fixe. C'est l'idée. Donc, la répartition des amétropies, donc l'amétropie la plus fréquente, c'est la presbytie, vu le vieillissement de la population. Donc, 51,3% des Français seraient corrigés, donc ce serait corrigés pour le presbytie. Pour la correction, 71,2% des Français, l'étude française, 71,2% seraient corrigés pour le presbytie, et surtout c'était les hypermétropoles. Donc, quelles sont les bases optiques de la partie épidémiologie? C'est juste pour vous dire que l'âge, avant tout, l'âge, c'est pas quelque chose de fixe. L'âge n'est pas, il n'y a pas un âge bien particulier pour la presbytie. C'est différent d'un pays à l'autre et d'un sexe à un autre, surtout chez la femme, bien sûr. Donc, quelles sont les bases optiques de la presbytie? Comme on l'a dit, la presbytie, c'est la diminution du pouvoir d'accommodation, empêchant de voir net les objets à distance normale de lecture. Donc, pourquoi devient-on presbyte? Donc, il faut tout d'abord comprendre le phénomène ou le mécanisme de l'accommodation. Et là, je vais m'attarder un peu sur l'accommodation. Vous connaissez tous l'accommodation. C'est donc peut-être les petits ABC. Mais c'est un phénomène un peu plus complexe, l'accommodation. Donc, à l'état basal, donc non accommodé, vous voyez le cristallin, il a cet aspect-là. Et à l'état accommodé, il change de forme. Donc, chez un patient qui accommode, bien sûr. Chez le presbyte ne peut plus accommoder. Donc, chez un patient qui accommode, le cristallin, il va changer de forme. Et surtout, c'est la courbure, c'est le rayon de courbure antérieur qui va faire la variation la plus manifeste. Donc, l'accommodation, c'est quoi l'accommodation? Vous avez une image qui est derrière la rétine et avec la modification de la forme du rayon de courbure antérieur et aussi postérieur du cristallin, ça va ramener l'image vers la rétine qui va devenir nette. Alors, comment donc l'œil il fonctionne pour accommoder? Donc, il va y avoir une contraction de ce muscle. Donc, donc le muscle ciliaire, il y a deux types de fascicules, donc de faisceaux. Il y a les faisceaux longitudinaux et les faisceaux radiaires. Donc, à l'état normal, le muscle ciliaire, grosso modo, tout le muscle n'est pas contracté. Donc, les zonules, ce sont les ligaments suspenseurs du cristallin qui sont insérés au niveau de l'équateur, elles sont relâchées ou tendues à l'état basal. Elles sont tendues. Donc, ces zonules-là, elles sont tendues. Donc, à l'état accommodatif, ces zonules vont être relâchées. Pourquoi? Parce que le corps ciliaire, quand il va se contracter, il va avancer en avant. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Donc, il va avancer en avant et les procès ciliaires sur lesquels sont insérés les zonules ici, elles sont insérées sur les procès ciliaires. Il va avancer vers l'équateur cristallinien et donc il va relâcher les zonules. Donc, cet état d'accommodation, toutes les structures doivent être bien sûr élastiques. Si elles ne sont pas élastiques, il n'y a pas de phénomène d'accommodation. Et bien sûr, le muscle ciliaire doit pouvoir se contracter et se décontracter. D'accord? Ce sont les deux paramètres importants lors de l'accommodation. Donc ici, lors de l'accommodation, une petite remarque, c'est le rayon de courbure du dioptre cristallinien antérieur qui subit les variations les plus importantes. Et c'est aussi le dioptre, donc le rayon de courbure postérieur aussi qui subit des variations. Donc voici à l'état de repos. Donc à l'état de repos, les structures qui sont sous tension, c'est le 1, 2 et 3. Donc c'est les zonules là, les fibres cilio-équatoriales. Il y a la capsule cristallinienne à l'équateur qui est sous tension. Il y a le cortex cristallinien au niveau des deux pôles qui est sous tension. Donc c'est l'état de repos. Ensuite, qu'est-ce qui est détendu en fait? C'est les autres structures. Il y a le muscle ciliaire qui est relâché, qui est détendu. Il y a les fibres orbiculo-ciliaires, ce sont ces fibres-là.
donc elles sont détendues. Il y a le cortex, le reste du cortex qui est relâché. Je rappelle que toutes ces structures doivent être élastiques. Hein. Donc là, c'est l'état de repos ou l'état non accommodatif. Donc après, lors de l'accommodation, qu'est-ce qui va se passer? Alors le muscle ciliaire, il va se contracter. Le muscle ciliaire, il va se contracter. Et donc les procès ciliaires, ils vont se rapprocher de l'équateur. Les fibres zonulaires en A ici, elles vont se relâcher. Et le cristallin, il va changer de forme. Donc, il va être, donc le rayon de courbure antérieur il va changer, le rayon de courbure postérieur il va changer, il va être plus convergent et donc il va ramener l'image vers la rétine. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Donc, je me suis permis de rajouter sur le cours de Dr. Chouy cette vidéo. Donc, cette vidéo vous illustre très bien le phénomène d'accommodation. Donc, vous voyez, ici c'est un état de repos. Donc, ici c'est l'état de repos. Donc, puis il y a l'accommodation. Donc, je refais donc la vidéo. Donc, accommoder. Puis il désaccommode. Vous voyez la modification de la structure cristallinienne, donc de la forme du cristallin, des rayons de courbure et des zonules. Mais quand on parle de zonules, il y a cette zonule-là et les autres zonules-là. Donc celle-ci, elle est sous tension à l'état accommodé, parce que ici c'est une fibre zonulaire aussi. Mais ce sont surtout ces fibres-là qui nous intéressent. Hein. Donc, elles sont relâchées. Je reprends la vidéo. Donc, voici l'état accommodé. Donc, ces fibres sont relâchées. Les rayons de courbure qui changent. Et l'état désaccommodé. Donc, elle est sous tension. Donc, elle est sous tension à l'état accommodé. Et elles sont relâchées. D'accord? C'est clair, hein? Mais juste une petite définition concernant l'amplitude de l'accommodation. Donc, il possède une capacité maximale d'augmentation de sa puissance quand on dénomme amplitude maximale d'accommodation, qui détermine le point le plus rapproché dont il peut former une image nette. Donc, c'est la définition, donc l'image nette sur la rétine de l'amplitude maximale de l'accommodation. Qu'en est-il du parcours d'accommodation? Donc, c'est la distance, une distance qui sépare le point R le plus éloigné, vu net, sans accommoder, c'est le punctum remotum, du point P le plus proche, vu net, donc le punctum proximum. Chez les métropes, de ce parcours d'accommodation s'étend de l'infini au punctum proximum, donc situé à une distance finie. Donc c'est ça, c'est la définition du parcours d'accommodation. Alors voici donc un petit schéma de Chouy concernant le vieillissement. Pourquoi le sujet n'accommode plus en fait. Pourquoi on devient presbyte? Tout d'abord, il y a un vieillissement de la zonule. Donc sur le plan anatomique, les zonules elles vont être donc, bien sûr plus rigides, elles sont moins élastiques. Donc, elles réagissent moins au mouvement du muscle ciliaire. Donc, c'est le primo-mouvance. Ensuite, il y a une insertion plus antérieure des fibres zonulaires sur la capsule au niveau de l'équateur. Concernant la capsule, elle va devenir plus rigide, moins élastique. Elle va augmenter d'épaisseur et diminuer son élasticité. Donc, il y a un infléchissement dès l'âge de 35 ans. Concernant les cristallins, il va augmenter de volume à partir de l'âge de 40 ans. Donc, c'est pour situer l'âge à peu près. Et il va y avoir un abaissement de la portion axiale et une diminution, bien sûr, de l'élasticité du cristallin. Il va y avoir aussi un changement du pouvoir réfractif du cristallin. Concernant le vieillissement du corps ciliaire, dans le corps ciliaire, il y a le muscle ciliaire. Donc, il y a une hypertrophie du muscle, mais aussi le muscle, il va plus se relâcher avec l'âge. Donc, il va être accommodé, mais il va être contracté sans pouvoir se décontracter. D'accord? Donc, c'est le vieillissement du muscle, le vieillissement du cristallin, avec la capsule, le cortex,
et enfin le vieillissement de la zone. Tout ça va donner le phénomène donc, de la disparition avec l'âge et progressive du phénomène d'accommodation. Alors, nous revenons au phénomène à la presbytie et la disparition de l'accommodation avec l'âge. Donc, la presbytie est la conséquence de la perte progressive des élastiques. Je mets les élastiques, non, les structures donc, du cristallin, à savoir la capsule et le cortex, de la zonule, surtout des zonules, bien sûr, des fibres orbiculo-ciliaires et du muscle ciliaire, surtout les fibres longitudinales. Il survient dès que cette élasticité diminue aux alentours de l'âge de 45 ans. Donc les presbyties, elle devient un sujet devient presbyte dès lors qu'il ne peut plus. Donc quand l'amplitude d'accommodation ou le pouvoir d'accommodation devient inférieur à 3 ou 4 dioptries, et là on parle de presbytie. Alors, quels sont les principes de correction optique de la presbytie? Donc, comme on l'a dit, la presbytie s'installe à mi-parcours de la vie. Elle est constante, elle est irréversible, elle est progressive surtout. Donc, elle augmente avec l'âge. Elle atteint des individus surtout qui sont actifs et on peut corriger. Donc, pour corriger la presbytie, il y a plusieurs méthodes et on va les voir une à une sommairement. Donc, vous connaissez tous les méthodes, les verres optiques. Donc, les verres optiques, c'est le moyen le plus répandu, le plus efficace, et c'est un moyen efficace aussi contre l'éblouissement, les rayonnements UV et tout. Et il y a eu plusieurs progressions et évolutions concernant les verres de correction en matière de presbytie. Alors, puisque l'œil presbyte n'est plus en mesure d'augmenter sa puissance de manière suffisante, donc pour former une image nette, donc on va aider cet œil, on va supplier à cette insuffisance d'amplitude d'accommodation par un verre de puissance bien sûr positive, et on va donner une addition à la correction de loin. Alors, il y a plusieurs méthodes pour évaluer en fait, déterminer l'addition. Combien on doit rajouter de correction pour un malade pour un patient qui est presbyte. Alors, il y a tout d'abord la méthode statistique. Donc, elle se réfère à la table de correspondance âge-addition. C'est une méthode qui est approximative. Hein. Elle n'est pas empirique, c'est une méthode juste approximative par rapport à l'âge. Donc, l'âge de manifestation de la presbytie étant variable d'un patient à l'autre, donc elle est approximative. Donc, cette méthode, elle manque totalement d'universalité, donc de précision, elle n'est pas précise. Donc, il faut toujours, avec cette méthode, vérifier le confort visuel. Donc, vous voyez, vous avez cette table donc, de statistiques. Donc, à l'âge de 40 ans, on peut donner une addition de 0,75 à l'addition de loin, bien sûr. Donc, à la correction de loin, donc on rajoute sur 0,75 à l'âge de 40 ans, 44 ans plus 1, 47 ans plus 1,25, jusqu'à l'âge de 80 ans plus 3,5. Donc, on peut aller jusqu'à l'âge de 80 ans. Allez, c'est la méthode statistique. Hein. Donc, on ne s'arrête pas à l'âge de 60 ans, on met plus 3, pas cher, plus 3, donc 2,5 à l'âge de 60 ans. Donc, allez, c'est la méthode, c'est une méthode, comme je l'ai dit, qui est approximative. Ce n'est pas une méthode c'est pas une référence. Hein. D'accord? L'autre méthode qui est plus efficace, c'est de rajouter 0,25 dioptries. Donc, on essaie successivement de rajouter des additions croissantes de 0,25 dioptries jusqu'à avoir une lecture confortable. L'inconvénient de cette méthode, c'est que plus on rajoute, plus le malade il est satisfait. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit s'arrêter en fait. Donc, on rajoute 0,25, il est satisfait, on rajoute 0,25, il est encore satisfait. Mais on tombe dans la surcorrection ici. D'accord? Donc l'astuce, c'est de la faire correspondre à ce tableau-là. Et on voit si on correspond plus ou moins à cette méthode statistique. D'accord? Donc il y a ici un risque de prescription d'addition qui sont trop élevés.
Il y a la méthode, on peut les confronter toutes les méthodes ensemble pour avoir une bonne correction, la correction la plus confortable au patient. Donc il y a le test Dieu-Chrome, bien sûr, de Freeman. Donc avec cette méthode, donc, le patient regarde à 40 cm et non pas à 33 cm. On introduit progressivement des puissances donc de 0,25 dioptries successivement jusqu'à avoir une égalité de noirceur au niveau du rouge et du vert. Quel est l'inconvénient de cette méthode? Le rouge et le vert, ils stimulent l'accommodation de manière différente. Donc ça peut donner un peu disons, d'irrégularité dans la correction. Donc les deux couleurs, elles stimulent différemment l'accommodation. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut confronter aux autres méthodes. Donc on rajoute 0,25, 0,25 jusqu'à avoir une égalité entre le rouge et le vert. Il y a la méthode de la réserve d'accommodation. Bon, c'est un peu compliqué cette méthode. Son principe est de déterminer l'amplitude d'accommodation d'un patient. Donc, il y a deux tests, on peut, donc, avec une formule. Il y a le test mobile et le test fixe. Pour le test mobile, on rapproche le texte au patient jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lire. On en déduit l'amplitude d'accommodation, donc c'est le test mobile. On rapproche le test du malade. La difficulté, donc, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lire le texte. Donc, on détermine l'amplitude maximale et on calcule l'addition grâce à cette équation. Pour le test fixe, c'est le malade qui va bouger, qui va se rapprocher du texte. Donc, c'est l'inverse, donc c'est débile. Donc, nous aurons ici l'amplitude maximale, puis on calcule l'addition grâce à cette formule. Donc, quelques recommandations pratiques. Pour le mieux, concernant le test duochrome, il faut retenir la puissance dans l'égalité de noirceur, donnant l'égalité de noirceur des caractères sur le rouge et le vert, et parfois conserver la sphère, et bien sûr conserver la sphère donnant la dernière préférence pour le rouge. C'est-à-dire, c'est pour le mieux, on conserve la dernière correction. Donc on ne reste pas dans le vert pour le duochrome. Soit on a une égalité, soit on est dans la première noirceur dans le rouge, pour le mieux. Pour l'hypermétrope, il y a un problème. Si la correction de l'hypermétropie, elle est insuffisante, de loin, si on corrige insuffisamment l'hypermétropie, la valeur de l'addition de prix va être va être augmentée, ça va donner un inconfort de près pour le malade. Si la correction elle est trop forte de loin, aussi ça va donner un inconfort pour la vision du malade. Donc il faut bien doser la correction de loin pour l'hypermétrope et ne pas le surcorriger. Pour l'astigmatisme, il faut corriger l'acuité, l'astigmatisme, mais pas forcément tout l'astigmatisme, parce que ça peut être une source d'inconfort pour le malade. Donc, concernant la distance, c'est une distance à 40 cm, en général pas 33 cm. Tous les praticiens devront faire ce test donc, à 40 cm, non pas à 33, c'est la distance plus ou moins de lecture la plus répandue. Donc, il faut utiliser donc, cette distance, une distance identique pour tous les examens. Ça sera plus aisé pour les praticiens et pour leur prescription. Donc, dès l'addition déterminée, on pourra, avec l'âge du sujet, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut la confronter à cette table statistique. Donc, on compare la valeur avec les données statistiques afin de s'assurer que l'addition n'est pas trop excessive. D'accord ? Donc, on vérifie ensuite le confort de vision du patient. Donc, on rapproche le test de lecture jusqu'à perte de lisibilité qui devrait intervenir entre 20 et 30. Au-delà de 30, la correction elle est insuffisante et en dessous de 20 cm, l'addition elle est trop forte. Si vous voyez en dessous de 20 cm, c'est que vous avez trop corrigé le malade. Avec le test rouge-vert, donc on doit avoir l'égalité. Sinon, s'il voit dans le rouge, il est surcorrigé. Je parle des hémétropes, bien sûr. Alors, je vais aller rapidement concernant
donc pour les lentilles, mais maintenant je vais terminer avec les verres. Pour les verres, il y a plusieurs verres de correction. Vous connaissez tous les verres progressifs. Avant d'y arriver, il y avait les verres bifocaux et les verres trifocaux. Donc pour les bifocaux et les trifocaux, soit on change donc la courbure du verre. Donc vous avez une face avec une courbure, elle est comme ça, et une autre face avec une courbure qui est différente. Donc vous aurez ça s'appelle un verre bifocal. Ou bien on insère une correction de près avec ce verre-là dans le verre, le verre principal, et c'est toujours un verre bifocal. Donc ce sont soit des taillés, soit des fusionnés. Ceci est un verre taillé, ou bien si on rajoute ce verre de cette addition, on appelle de verre bifocal fusionné. On peut aussi avoir des verres trifocaux avec triple foyer. Donc, concernant la géométrie des verres multifocaux, il y a les verres, donc les segments qui sont courbes, qui sont ronds ou qui sont branchants pour la vision de près, pour avoir une vision de près maximale. Concernant les verres progressifs, vous connaissez tous les verres progressifs, ils donnent une vision plus nette, qui est confortable à toutes les distances. Donc, leur avantage, c'est un champ de vision qui est beaucoup plus net que les trifocaux et les bifocaux, et surtout une vision très confortable pour les distances intermédiaires entre 50 cm et 1,5 m. Il faut juste un petit détail concernant les verres progressifs. Il faut connaître qu'au niveau des verres progressifs, il y a une variation horizontale de la correction. C'est dû en fait au phénomène de prisme des verres. Donc il y a une diminution de près. Il y a une diminution de puissance latérale dans la vision de près, une diminution de la puissance de près, et une augmentation de la vision latérale de loin. Ceci pour cette modulation optique horizontale et non pas verticale, elle vise à réduire le niveau des aberrations pour les verres progressifs. Alors, concernant le dosage de la correction sphérique, donc en vision moléculaire, donc avec les verres, on corrige bien sûr toujours la correction de loin, elle doit être parfaite. Donc on corrige jusqu'à avoir une baisse de l'acuité visuelle. Donc on rajoute 0,25. Quand on rajoute 0,25 le malade ne voit plus, donc on s'arrête. Donc on dit que c'est la bonne correction de loin. Et quand on diminue de 0,25, il vous dit qu'il voit toujours bien. Donc vous êtes dans la bonne correction sphérique de loin. Donc là, il faut bien corriger de loin pour avoir une bonne correction de près pour le verre progressif. Donc il faut avoir un bon équilibre binoculaire et bien sûr bien doser la vision avec le test du chrome en binoculaire et en monoculaire. Alors il faut être prudent en cas de phorie, donc d'insuffisance de convergence ou d'anisométropie. Avant de finir, pour les lentilles de contact, les lentilles de contact ont plusieurs avantages. Donc, le premier avantage, c'est l'élargissement du champ de vision dans toutes les directions du regard, contrairement aux verres progressifs ou aux verres aux lunettes. La suppression des aberrations périphériques et des effets prismatiques des verres correcteurs. Il y a une diminution de la distance vers l'œil et donc elle rétablit la taille des images. Et elle a une meilleure prise en charge des irrégularités cornéennes et des astigmatismes cornéens. Pour les lentilles de contact, il y a les lentilles en monovision. Donc on va corriger un œil avec la vision de loin et un œil avec la vision de près. Donc on induit une anisométropie de la valeur de l'addition en lentille unifocale. Donc comment on choisit l'œil pour lequel on va donner la vision de loin et l'œil pour lequel on va donner la vision de près. Donc on choisit la vision de loin pour l'œil dominant, donc il va être équipé en vision de loin, et l'autre œil en vision de près. Donc il faut équiper l'œil le plus myope ou le moins hypermétrope en vision de près. S'il y a un astigmatisme résiduel, il faut l'équiper en vision de près. Donc voici un exemple. Donc un œil droit avec hypermétrope à plus 2 et un œil gauche à plus 2 avec un astigmatisme résiduel. Donc on va l'équiper en vision de près avec l'équivalent sphérique, un équivalent sphérique de plus 1,75 et avec une addition de plus 1 selon son âge. Donc on additionne 0,25, 0,25, 0,25, on a plus 1
Donc il a plus 2,75, une lentille de près de plus 2,75 et une lentille de loin de plus 2 au niveau de l'œil dominant. Ensuite, il y a les lentilles multifocales. Les lentilles multifocales avec deux types de vision, la vision alternée et la vision simultanée. Donc, pour les lentilles multifocales, voici un type de lentille multifocale. Donc, en haut, vous avez la correction de loin et en bas, la correction de près. Donc, cette vision, donc ces lentilles multifocales concernent les lentilles rigides. Pourquoi? En vision alternée, quand le malade, quand le patient il va donc regarder de près, donc il va avoir une translation de la lentille vers le haut et donc il va regarder la partie basse, je reviens tout à l'heure, donc cette partie-là qui est la vision de près. D'accord? Donc c'est pour ça que cette vision alternée, elle concerne les lentilles rigides. Bon, actuellement, c'est une lentille rigide. Et ça concerne aussi les lentilles souples. Les anciennes lentilles souples, elles ne sont pas mobiles, donc ça ne les concerne pas, mais avec les nouvelles lentilles, en hydrogène, en silicone hydrogène, donc ça peut les concerner. Donc concernant les lentilles rigides, juste ce schéma, il y a ce schéma c'est un récapitulatif des lentilles rigides multifocales. Il y a les lentilles concentriques et les lentilles segmentées. Tout à l'heure, je vous ai montré les lentilles segmentées avec une vision de loin en haut et une vision de loin et une vision de près en bas. Concernant les concentriques, il y a les progressives et les bifocales. Donc, concernant les progressives, donc soit la vision de loin elle est au centre, soit la vision de près elle est au centre. Et ensuite, il y a une progression, une zone intermédiaire. Donc deux types. Il y a les progressives. Concernant les bifocales, avec une vision de loin centrale, c'est toujours des concentriques ici. Donc on peut mettre la vision de loin au centre et la vision de près en périphérie, puis une zone de transition qui est une zone intermédiaire pour la vision intermédiaire, mais sans progression. Donc il y a les bifocales ou les trifocales et les progressives. Pour les progressives, soit vous mettez la vision de loin au centre, soit vous mettez la vision de près au centre, et je vais vous expliquer pourquoi. Concernant donc les lentilles concentriques, je reviens, donc les lentilles concentriques, rigides bien sûr, donc les lentilles en faveur d'une vision alternée ou simultanée, c'est-à-dire pour avoir une vision simultanée en même temps, vous avez la vision de près et la vision de loin. Vous placez la vision de près au centre, donc vous avez une vision simultanée. Pour avoir une vision alternée, c'est-à-dire il voit soit de loin, soit de près, vous placez la vision de loin au centre. Donc voici deux exemples de lentilles rigides, donc progressives. Ici, la zone centrale et puis la zone périphérique. Ici, c'est la partie où il y a la correction de près. Ici, la correction de loin. Ici, la correction de près qui est centrale. Donc, c'est une vision simultanée. Ici, c'est une vision alternée. Bon, concernant les lentilles rigides segmentées, il y a plusieurs formes, donc avec plusieurs plages de correction. Il y a différentes formes qui sont disponibles. Donc, juste pour récapituler, donc, pour les nouveaux porteurs de lentilles, il faut leur donner des lentilles rigides concentriques plutôt que les segmentées. Pour les travailleurs d'ordinateur, qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur, c'est des lentilles concentriques. Et pour des puissances au-delà de 6 dioptries, il faut privilégier les lentilles concentriques. Concernant les nouvelles lentilles souples multifocales, il y a deux types. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il y a les lentilles pupillo-indépendantes qui ne dépendent pas du réflexe pupillaire ou de la taille de la pupille. Elles ont deux faces, une face externe et une face interne. Une face externe qui est sphérique, une face interne qui est multisphérique. Entre les deux faces, la différence, ça va donner la différence entre les deux faces. Ça va donner la vision de la correction, l'addition, la puissance d'addition. Mais aussi, il y a les lentilles souples pupillodépendantes. Donc, elles dépendent du réflexe pupillaire et du myosis accommodatif. Et ici, on place toujours la vision de près, donc au centre,
avec une petite plage de progression, donc de vision intermédiaire, et une grosse plage selon la taille de la pupille de vision de loin. Donc je vais finir par l'hypermétropie saturée. Donc dans ce cas, elle concerne surtout les hypermétropes qui ont une légère hypermétropie. Dans ce cas, on va corriger par une lentille souple, mais on va surcorriger le patient. Donc on va rajouter le 0,25 ou le 0,5 dont on parlait tout à l'heure. Donc il voit de loin, pas trop bien, mais il voit aussi de près. Donc on rajoute, donc elle consiste à corriger totalement l'hypermétropie en vision de loin sur chacun des deux yeux avec des lentilles unifocales, souples, jusqu'à, ça peut être d'autres lentilles, jusqu'à la limite de la chute de l'acuité visuelle avec des échelons de 0,25. Donc, seuls les hypermétropes supérieures de dioptrie sont concernés. Les champs visuels centraux et périphériques sont respectés. La vision de contraste stéréoscopique ne sont pas altérées et elles concernent tous les types de lentilles. Donc, on peut utiliser tous les types de lentilles pour cette hypermétropie saturée, où on parle ici d'hypervision. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je laisse le tour avec le web, mais si vous parlez de l'examen.